Je n'ai pas encore partagé. Je vais partager. J'enregistre. Pour le chapitre organisation, il reste, on avait parlé de l'organisation en C, on va commencer. Donc il reste juste l'allocation dynamique, c'est-à-dire la partie, on a dit que pour le langage C, la mémoire est partagée en 4 grandes parties. Donc, il y a une partie là où il y a les instructions de notre programme, une autre partie pour les données permanentes. Il y a 2 autres parties, c'est la pile et le tas. Donc, la pile, c'est pour les variables temporaires lors de l'appel des fonctions. Et le tas, c'est pour l'allocation dynamique. Donc, il reste juste à expliquer ce point pour l'allocation dynamique dans ce chapitre et pour passer au chapitre suivant. D'accord. Donc, on a exécuté cet exemple-là où l'instruction ou bien la fonction main ici appelle la fonction FCT et on a vu en déroulant l'algorithme l'état de la mémoire à chaque instruction. D'accord. Donc, pour l'organisation dynamique, on va voir un autre exemple. Donc, on a int main, ce code-là. Donc, on a int n. Donc, ici, ce n'est pas une variable globale. D'accord, elle est dedans dans la fonction main. Ensuite, int a. Donc, on a ici, vous voyez ici la fonction malloc. Donc, la fonction malloc permet de réserver certains nombres d'octets. Donc, le nombre d'octets est précisé en paramètre de la fonction malloc. Donc, il y a d'autres fonctions, donc malloc, alloc, realloc. D'accord. Donc, elle va retourner cette fonction, elle retourne un pointeur, l'adresse de cet espace qui va être réservé dans le temps. Donc, malloc, elle va réserver un espace, elle va demander au système d'exploitation de lui fournir un espace qui va être sur le temps. C'est-à-dire ici, dans cette partie-là. Quand j'exécute le malloc, ou bien en C++, je peux exécuter new, la fonction new, pour allouer un espace dans la partie temps. Donc, le nombre d'espaces à allouer, il est précisé ici en paramètre. Et cette fonction va retourner l'adresse de cet espace. D'accord? Donc, ici, l'adresse de cet espace, donc, il est déclaré ici en int étoile A. C'est-à-dire A, c'est un pointeur c'est l'adresse de cet espace-là. D'accord? Donc, comment on va exécuter ici? Donc, il y a A, donc c'est pas un parent, c'est une variable, c'est un pointeur qui va être déclaré, qui peut me dire où est-ce qu'on va déclarer le A ici. Dans quel espace? Donc, on a l'espace des instructions, données statiques, pile, état. Où est-ce qu'on va déclarer A ici? Où est-ce qu'il va se mettre? Dans quelle partie de la mémoire? Parmi les 4 parties. Normalement, l'allocation dynamique, madame. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la partie dynamique? A. Oui, le A. Non. Justement, donc ici, A, c'est une variable, regardez, elle est déclarée, même si c'est un pointeur A. D'accord, c'est un pointeur, c'est une adresse. On va le mettre, si c'est le même principe qu'on a vu dans cet exemple-là. S'il est en dehors de toute fonction, alors c'est une variable globale. S'il est dans main, alors c'est une variable, ou bien dans une autre, par exemple ici, dans une fonction, je peux déclarer un pointeur.
dans main, je peux déclarer un pointeur. Donc, je vais le mettre dans la pile. La pile réservée, dans l'espace réservé pour la fonction. S'il est ici, je vais le mettre dans l'espace réservé pour main. S'il est ici, je vais le mettre dans l'espace réservé pour fonction. C'est-à-dire, je vais avoir ça. Donc, les trois parties. Donc, partie pour code, partie pour les données permanentes. Donc, ici, on n'a pas de données permanentes, c'est-à-dire les données globales qui sont déclarées en dehors de toute fonction, en dehors de main. Il n'y a pas. Donc, d'ailleurs, on va retrouver un ici dans la pile. On va retrouver un. C'est une variable temporaire. D'abord, pour pile, on va retrouver ici, puisqu'on a appelé la fonction main, je vais retrouver une partie ici. D'accord? Je vais retrouver une partie ici qui est réservée pour main. Une zone mémoire. D'accord? Une zone mémoire réservée pour la fonction rappel de la fonction main. Il y a les variables déclarées dans main, il y a les valeurs sont retournées et les adresses de retour. D'accord? Donc ça, c'est pour main. On va retrouver la variable 1. On va retrouver aussi la variable A. D'accord? On va retrouver aussi la variable A. C'est quoi la variable? C'est un pointeur. C'est une adresse mémoire. Elle va pointer sur un... oui, tout ça, c'est rapide. Elle va pointer sur un élément qui va se mettre ici. C'est cet espace-là que je vais retrouver dans le tas. C'est pas le A, d'accord? C'est cet espace, l'adresse de cet espace. Parce que malloc, qu'est-ce qu'elle fait malloc? Elle permet de réserver un certain nombre d'octets. Le nombre d'octets, il est spécifié ici en paramètre. Qu'est-ce qu'elle va retourner, cette malloc? Elle va retourner une adresse. L'adresse, elle est ici, dans la pile. Et combien d'espace mémoire je vais allouer? Je vais allouer size of int. En général, on va mettre int. En général, donc, size of int, c'est 4 octets. D'accord? Donc, si vous connaissez votre machine, vous pouvez mettre 4 fois 10, 4 octets fois 10, ou bien, généralement, on met size of int. D'accord? Parce que les machines, ça diffère. Donc, 4 fois 10, c'est-à-dire, je veux allouer ici 10 entiers. C'est-à-dire, c'est un tableau de 10 entiers ici. D'accord? On va regarder ici. Donc, on a dans la pile la variable A. Et avant, bien sûr, j'ai oublié de mettre le 1 ici. Il y a le 1. Il y a aussi le A dans la pile. Donc, ça, c'est l'espace réservé pour main. Donc, le A pointe sur un espace 10 entiers. Un tableau de 10 entiers. D'accord? Ensuite, on va appeler la fonction flip. D'accord? La fonction flip, c'est-à-dire je vais avoir en mémoire, je vais avoir ici, donc il y a la fonction main qui va appeler une fonction flip A. D'accord, je vais mettre ici flip A, c'est un espace mémoire pour cette fonction-là. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va libérer l'espace réservé pour A, c'est-à-dire elle va restituer cet espace. Si je suis là, à ce niveau-là, c'est-à-dire cet espace n'existe plus. D'accord? Je suis, après l'exécution de cette instruction, l'espace est restitué, c'est-à-dire si je vais utiliser une autre fois malloc, je peux utiliser cet espace-là. D'accord? Je vais appeler une autre fois la fonction malloc. D'accord? Et cette fois-ci, je vais appeler la fonction malloc avec size of int, c'est-à-dire un seul entier. D'accord? Et l'adresse est retournée dans A aussi, la même chose. Elle est retournée en A. C'est-à-dire ici, il y a une certaine adresse ici, ça peut être la même ou autre chose. L'essentiel, il y a une seule case ici, un seul entier. D'accord? Une autre couleur. Donc ça, c'est après l'exécution de ça, je vais retrouver
cette case-là. D'accord? La première fois, A pointe sur un tableau de 10 entiers. Ensuite, je libère l'espace réservé pour le tableau. Il faut faire attention lors de l'utilisation de malloc en C, lorsque vous réservez l'espace dynamique, il faut utiliser la fonction free, c'est-à-dire pour libérer l'espace réservé. Sinon, si vous n'utilisez pas, ça veut dire que je ne pourrai pas utiliser. D'accord? Parce qu'à la fin de l'exécution de ce programme-là, A va être libéré, la variable A. Mais cet espace-là ne peut pas être récupéré si je n'utilise pas le free. D'accord? Donc ici, on a libéré l'espace de 10 entiers. Après, j'ai utilisé le A pour réserver un autre espace. D'accord? Si je prends un autre exemple, donc toujours l'état de la mémoire, elle est constituée de 4 étapes, de 4 parties principales, les instructions, données permanentes, puis l'état. Donc je prends cet exemple-là. On a l'instruction, ou bien on a la fonction main ici, donc qui appelle deux fonctions. Donc elle appelle la fonction allocData, peut-être qu'il y a un certain traitement entre les deux fonctions. Après, elle va appeler la fonction freeData. On a une variable ici statique, c'est un pointeur qui s'appelle P, un pointeur de type entier. D'accord? Et on a la déclaration des deux fonctions allocData et freeData. Donc allocData, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier est-ce que P c'est un pointeur. D'accord? Est-ce que P, donc ça veut dire cette écriture non P, c'est-à-dire est-ce que P égale à nul, puisque c'est un pointeur. If non P, c'est-à-dire est-ce que il est égal à nul, qu'est-ce que je vais faire? P reçoit, donc ici aussi j'appelle la fonction malloc, pardon. Malloc, size of, donc ici c'est une structure data que je n'ai pas donnée. Donc c'est une structure de données, ça peut être un enregistrement, je n'ai pas donné les détails de data. L'essentiel, malloc, il va réserver une seule structure de données data. C'est un enregistrement, par exemple. L'adresse de data, il est dans P. D'accord? Ensuite, on va appeler la fonction freeData. On va voir comment on va exécuter ça. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire, il y a une variable ici, où est-ce qu'on va placer la variable P? Ici. Données permanentes. Oui, donc ici, on va mettre la variable P dans les données permanentes. C'est une variable globale. Elle est en dehors de main et en dehors de toute fonction. D'accord? Elle est dans les données, dans la partie des données permanentes. D'accord? Vous voyez ici qu'elle est en dehors de toute fonction. Elle peut être utilisée dans la fonction main, comme elle peut être utilisée dans la fonction allocData, puisqu'elle est globale. D'accord? Donc, on va voir ici. On a une partie pour les instructions. D'accord? Deuxième partie pour les données permanentes, on va retrouver la variable P, qui est au début initialisée, puisque c'est une variable, donc il n'y a pas l'initialisation globale ici, mais puisque c'est une variable globale, elle est initialisée à nul. D'accord? Ensuite, on va appeler la fonction main. Lorsque j'appelle la fonction main, dans la pile, il y a un espace réservé pour la fonction main, là où il y a les variables déclarées dans main. D'accord? Dans main, on va voir qu'est-ce qu'on va exécuter. On va appeler la fonction allocData. Qu'est-ce qu'il y a dans allocData? Donc, allocData, elle peut accéder à la variable P. Elle vérifie si c'est égal à nul. Si P égale à nul. Elle peut accéder parce que c'est une variable globale. Donc, si P égale à nul, et c'est le cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler la fonction malloc. D'accord? Donc ici, bien sûr,
je suis en train d'exécuter alloc data, bien sûr, dans la pile, il y a un espace réservé pour alloc data. D'accord? Donc, d'abord, il y a le main, donc on n'est pas sorti du main, qui va appeler alloc data. Donc, dans alloc data, dans l'exécution de alloc data, je vais voir P égale à nul. Donc, je peux exécuter ça, c'est-à-dire j'exécute l'instruction malloc qui permet de réserver un espace de données ou bien une zone de données pour data. D'accord? Bien sûr, data, on va le retrouver dans la partie dynamique. Donc, à la sortie, parce que regardez ici dans main, à la sortie, donc c'est ça, j'exécute la alloc data, c'est ce qu'il y a dans alloc data. À la sortie, qu'est-ce qui va y arriver? Je vais libérer l'espace, puisque je sors de cette fonction, je vais libérer l'espace pour alloc data, n'est-ce pas? Mais il faut faire attention que toujours, puisque ça c'est, elle est globale, avant, pardon, donc ici, au début, je vais faire ça. Donc au début, on a P égale à nul. Il n'y a pas ça. Je vais enlever ça. D'accord? P égale à nul. Lorsque j'exécute alloc data, qu'est-ce qui va y arriver? L'étape suivante, il y aura une zone ici data. Et P pointe sur cette zone. C'est-à-dire P, c'est pas nul ici, mais il pointe sur cette zone. Il y a dans P, il y a l'adresse du début de la zone data, de la structure data. Après, lorsque je sors de cette fonction-là, qu'est-ce qui va y arriver? Je libère l'espace dans la pile réservé pour alloc data. Mais la variable globale est liée toujours dans la partie donnée permanente. Elle ne va pas se restituer comme la fonction. D'accord? C'est une variable globale. Et aussi la donnée, puisqu'elle est dans la partie dynamique et surtout puisqu'on n'a pas libéré. On n'a pas libéré l'espace, donc elle existe toujours, même si je sors de la fonction qui permet d'allouer. Donc la fonction, elle a alloué l'espace. À la sortie de la fonction, l'espace existe toujours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici. Donc ça, c'est en plus. Je vais rajouter un. Normalement, il n'y a rien ici. Donc, entre alloc data et free data, je peux utiliser cet espace par d'autres fonctions. D'accord? La fonction main peut manipuler cet espace. D'accord? Modifier, afficher. Je peux utiliser cet espace qui est dans la partie dynamique. Après, je vais utiliser la fonction main va appeler une autre fonction qui est free data. Donc, c'est-à-dire ici, j'aurai ça. J'aurai ici un espace réservé pour la fonction free data. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire free data? Elle va libérer, d'accord, le pointeur. Qu'est-ce que ça veut dire libérer le pointeur? C'est-à-dire, ça va être restitué. D'accord? Il va libérer l'espace réservé. D'accord? Ensuite, P reçoit nul. C'est-à-dire, P ici va redevenir nul. Il va pointer sur rien. Donc, on va casser cette liaison-là. C'est ce qu'on va exécuter dans free data. Donc, si j'exécute seulement free P, c'est-à-dire je libère cet espace, mais si j'exécute pas P nul, il va dans P, je ne vais pas retrouver nul, mais je vais retrouver une adresse en mémoire. Même si c'est libre, il y a une adresse ici. Je vais mettre dans P un nul, parce que si je veux appeler une autre fois alloc data, je pourrais exécuter ou bien je pourrais allouer de l'espace parce que dans l'utilisation de alloc data,
il y a une condition. Si P est égal à nul, je peux réallouer. D'accord? Si c'est égal à nul, c'est le cas ici, je peux réallouer un espace dans le temps. Sinon, je ne pourrais pas. D'accord? Et bien sûr, à la fin de free, je vais avoir cet espace qui va être libéré pour free data. D'accord? Donc ici, à la fin, je peux avoir ça qui va être libéré. Et à la fin de l'exécution de tout notre programme, bien sûr, l'appel de main, à la sortie de main, je vais libérer cet espace-là et après, à la sortie de notre programme, je vais libérer l'espace pour les données permanentes et pour les instructions. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc, chose importante dans l'organisation dynamique, donc il y a certains langages qui permettent de libérer automatiquement. D'accord? Donc, on sait, il faut pas oublier de libérer l'espace, sinon il va exister toujours en mémoire. C'est-à-dire, je ne pourrai pas l'utiliser après. Même à la sortie de mon programme, je ne pourrai pas réutiliser. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe... J'avais un problème de connexion. Donc, optimisation. Vous êtes là? Donc, pour le chapitre optimisation, c'est... Oui. On va partager l'écran. Vous entendez? Oui, on s'entend, mais on voit pas l'écran. Oui, je vais repartager. J'avais un problème de connexion. Donc, chapitre optimisation. Donc, optimisation, c'est une étape de la compilation. C'est une étape qui ne permet pas de retrouver les erreurs comme l'étape lexicale, syntaxique, génération. Donc, elle ne permet pas en quelque sorte
le but de l'optimisation, c'est quoi? C'est juste une amélioration en termes d'espace mémoire et de temps d'exécution. D'accord? C'est améliorer votre mémoire, votre programme. C'est-à-dire, on essaie de retrouver, de produire un programme de bonne qualité. D'accord? Mais c'est très difficile de le faire parce que c'est le compilateur qui va le faire. Donc ici, d'accord? Vous allez voir lorsque je vais vous donner un exemple ou bien en TD, vous allez voir que c'est impossible de trouver comment dirais-je, un programme qui est très optimisé. L'être humain peut le faire, mais la machine, parce que chacun de vous va écrire un optimisant, donc les compilateurs qui possèdent, qui font de l'optimisation, on les appelle les optimisants, compilateurs optimisants, parce que ce n'est pas tous les compilateurs qui contiennent, qui font de l'optimisation. Parce que je peux ne pas inclure dans mon compilateur un optimisant, ou bien je peux ne pas faire de l'optimisation. D'accord? L'optimisation, c'est important parce qu'elle nous donne un code de bonne qualité et c'est un code qui est amélioré en termes de temps d'exécution et d'espace mémoire. Donc, optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire compacter les instructions. Compacter, ça veut dire la taille. C'est-à-dire minimiser la taille de votre code. Et aussi, c'est exécuter de façon plus rapide. Donc, on a ces deux choses. Donc, compacter et exécuter. Parce que je peux compacter mon programme, mais l'exécution, le temps d'exécution, je vais l'augmenter. Donc, compacter tout en diminuant le temps d'exécution. Le code obtenu par votre compilateur n'est pas forcément le plus optimal. Ça dépend de ce que vous avez utilisé comme optimisation, parce qu'il y a différents types d'optimisation. On va voir des exemples. Donc, ce n'est pas tous les exemples qui existent, mais les exemples les plus utilisés. D'accord? Ou bien les types d'optimisation les plus utilisés. Donc, l'optimisation, bien sûr, elle ne doit pas modifier le résultat d'exécution. Par exemple, si votre programme exécute ou bien fait l'addition de 3 nombres, après l'optimisation, il faut avoir aussi, c'est le même programme qui fait l'addition de 3 nombres. Je ne vais pas changer le résultat d'exécution. D'accord? Donc, ce qui va changer, c'est le temps d'exécution qui va diminuer et la taille de votre mémoire. D'accord? Donc, optimiser un code, si vous voulez, ça va rendre plus rapide, plus compact, moins gourmand en énergie et puissance de calcul. Donc, il y a deux types d'optimisation. Il y a les optimisations qui dépendent de la machine. D'accord? Dépendent de la machine, c'est-à-dire que ce n'est pas logiciel. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas logiciel, mais ça dépend de la machine. Par exemple, l'allocation de registres, c'est-à-dire le nombre de registres qui existent sur la machine. D'accord? Il faut utiliser les registres, mais il faut minimiser l'accès aux registres. Donc, si je minimise l'accès à ces registres, ça veut dire que j'ai fait une optimisation. Et aussi l'utilisation de certaines séquences d'instructions spécifiques. Donc, par exemple, les instructions spécifiques, ici on parle, si je parle d'instructions machine, par exemple, add, si je parle, je peux vous donner ici un exemple. Si je prends add, A, d'accord? Donc ici, ça veut dire, je vais rajouter A1 à 1. D'accord? En quelque sorte, ça veut dire j'incrémente. Si ma machine me permet d'utiliser, parce que c'est le jeu machine, utilisé dans certaines...
ça dépend des machines. Donc, jeu d'instruction d'une machine, ça diffère d'une machine à une autre. Donc, dans une machine donnée, par exemple, j'ai le jeu d'instruction incrémenté A. D'accord? Je peux utiliser l'instruction incrémentée A. C'est parce que, donc, normalement, additionner A, normalement, l'addition ne se fait pas comme ça. Normalement, ce que je voulais vous donner comme, donc, vous avez ces deux instructions pour faire une incrémentation. Il faut mettre A dans l'accumulateur, d'accord, pour faire une addition. Soit vous allez utiliser ces deux instructions, ou bien si votre machine le permet, vous pouvez utiliser seulement cette instruction-là. Incrémenter A, c'est-à-dire dans A, je vais rajouter un A. D'accord? Si votre machine ne permet pas d'utiliser cette instruction, vous êtes obligé de mettre A dans l'accumulateur, d'accord? Et ensuite, rajouter à l'accumulateur un A, ensuite mettre le résultat dans A, remettre le résultat dans la variable A, d'accord? Vous allez remettre, donc c'est la troisième instruction, d'accord? Donc, ces trois instructions, au lieu de faire ces trois instructions, je peux les remplacer par une seule instruction si ma machine le permet, d'accord? Donc, ça, c'est les optimisations dépendantes de la machine. Donc, l'allocation, l'utilisation de registres, l'utilisation de séquences spécifiques. Il y a d'autres types d'optimisation qui ne dépendent pas de la machine, mais qui dépendent du code, de mon code. Donc, c'est-à-dire je ne vais pas prendre en compte les propriétés de ma machine. Donc, ce que nous allons voir dans ce chapitre, on va voir le premier type, c'est le type qui améliore, les transformations qui améliorent le code sans prendre en compte les propriétés de la machine, indépendamment de la machine. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en quelque sorte, de réduire le nombre d'instructions exécutées. D'accord? Et ici, l'optimisation aussi peut se faire sur plusieurs niveaux. Vous voyez ici donc ça, c'est les étapes de notre code. Donc, on a le code source écrit par l'être humain, le programmeur, qui va être modifié par notre compilateur en code intermédiaire. D'accord, quadruplé, forme postfixée. Ensuite, un générateur de code qui permet de générer le code machine. Par exemple, le code machine, exemple, ce que j'ai donné ici. Add, inc, move. D'accord. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est que l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Elle peut se faire sur le niveau code source, c'est-à-dire sur notre programme lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'elle est améliorée par l'utilisateur. Donc, je vous donne un exemple de l'optimisation. En écrivant un programme, j'ai déclaré une variable qui n'est plus utilisée. J'ai déclaré une variable. Donc, int A, B, C, d'accord. Ensuite, je programme donc A égale à B plus C, ainsi de suite. Après, je vais dire pourquoi je vais déclarer A. Ce n'est pas la peine d'utiliser A, je vais utiliser B. Je peux utiliser B. D'accord. Et je vais oublier, ça se fait en programmation, je vais oublier d'éliminer de la déclaration la variable A. Le compilateur, lors de l'optimisation, il va voir que A n'est plus utilisé dans le programme. Donc ça, on appelle ça le type de cette optimisation, c'est le code mort. D'accord, le code inutilisé, inutile. Donc A n'est plus utilisé. D'accord, ça c'est un exemple de l'optimisation. Donc l'utilisateur peut
améliorer. Donc ça, c'est le code utilisé par le programmeur. Donc il peut, au niveau du code source, améliorer ça. Il peut remarquer. Sinon, s'il n'a pas amélioré, donc le compilateur va le faire donc, au niveau du code intermédiaire. Donc code intermédiaire, donc il y a la déclaration. Code intermédiaire, c'est-à-dire par exemple ici, si j'ai ça, B égale à B plus C fois L. On ne va pas retrouver ça en code intermédiaire, mais je vais retrouver d'abord C fois L, ensuite B égale à B plus T1, d'accord? Et on va faire, le compilateur peut optimiser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va optimiser? Donc l'optimisation se fait en grande partie, ou bien elle se fait surtout pour les boucles et les appels aux fonctions. Parce que les boucles, ça s'exécute plusieurs fois. Donc, c'est très intéressant d'optimiser au niveau des boucles et des appels de fonctions aussi. Parce que ça se fait plusieurs fois. Pardon. Donc, il y a, donc ça, c'est un niveau du code source. Ça, c'est le niveau du code intermédiaire. Et un autre niveau, c'est au niveau du code cible. C'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Au niveau code source ou bien code objet. Donc, si j'ai le code objet, je peux, parce que je peux, regardez, j'ai mon code source, je vais le transformer en code intermédiaire. En transformant en code intermédiaire, même s'il est ici, il est optimisé, en transformant en code intermédiaire, je vais avoir un code qui n'est pas optimisé à 100%. Bon, toujours, je ne pourrais pas avoir 100% parce que ce n'est pas l'être humain qui va faire ça. Par exemple, je vous donne un exemple sur le code intermédiaire qui n'est pas optimisé. D'habitude, lorsqu'on fait de l'affectation, lorsqu'on exécute de l'affectation ici, par exemple, j'ai des quadruplés. Étoile, donc A, B, AB, dans T1, et je vais mettre le résultat, l'affectation. Donc ça, c'est un exemple que vous avez déjà rencontré. Donc le résultat de T1, je vais le mettre dans A. Donc je peux remplacer les deux quadruplés par un seul et dire que, donc ça c'est l'optimisation du code intermédiaire. Remplacer les deux par un seul quadruplé et mettre le résultat directement dans A. Étoile A fois B égale à A. Au lieu d'utiliser les deux. Et donc ça, c'est la forme intermédiaire. Donc la forme intermédiaire, je traduis aussi en code cible. On va voir dans le chapitre, le dernier chapitre, comment traduire un quadruplé. Par exemple, si j'ai ce quadruplé-là, comment traduire celui-là en code objet. En instruction machine, add, move, d'accord? Donc, c'est ça, le générateur de code qui permet de générer en code objet. Donc, en code objet, c'est-à-dire ça, c'est un exemple, move, add. Aussi, c'est un niveau là où je peux optimiser. Le compilateur peut utiliser des registres, sélectionner des instructions, transformer. D'accord? Donc, ce qu'on va voir en cours plus, c'est ça. C'est sur le code intermédiaire. D'accord? On va voir l'optimisation sur le code intermédiaire. Dans le chapitre suivant, on va voir un peu une optimisation sur le code objet. Parce que ici, on ne va pas voir le code objet, on va voir sur juste un code, des codes, comment faire de l'optimisation. Dans le chapitre suivant, on va voir des cas là où le code n'est pas optimisé, on va voir comment l'optimiser ou bien avoir un code de bonne qualité. D'accord? Donc, il existe différents types d'optimisation, bien de transformation, concernant les fonctionnalités. Donc, parmi ces types, on a la propagation des constantes. Donc, on va voir les 4 types.
D'accord? Propagation des constantes, des copies, élimination du code inutile. On va voir un exemple de chacun. Je commence par propagation des constantes. Donc, propagation des constantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je rencontre une variable dont la valeur est constante, la valeur est fixée. Bon. Par exemple, ici, PI, c'est une constante. La valeur, elle est fixée, PI. D'accord? Si elle est fixée tout au long de mon programme, donc, et cette variable, elle est par la suite utilisée. Donc, vous essayez de voir l'exemple en même temps. Donc, si j'ai une variable dont la valeur est fixe, dont la valeur est fixe, et la variable, elle est utilisée par la suite. Dans une expression, elle peut être additionnée, multipliée à d'autres variables ou constantes. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux évaluer, donc ici, cette évaluation S égale à PI étoile, donc D étoile étoile, c'est-à-dire D à la puissance 2, le tout divisé par 4. Donc ça, je vais l'exécuter à l'étape exécution. Qu'est-ce que je vais faire ici, puisque PI, sa valeur ne change pas? Je peux faire un calcul lors de la compilation pour ne pas le faire à chaque fois à l'exécution. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux compiler PI, je peux exécuter PI sur 4, d'accord, parce que ici PI fois D à la puissance de 2, donc D c'est une variable, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas multiplier par D, puisque c'est commutatif, je peux mettre PI, puisque c'est fixe, sur 4, et dans ce cas-là, je vais l'exécuter une seule fois à la compilation. Mais si je laisse comme ça, à chaque fois, dans chaque exécution, je vais calculer PI fois ça sur 4, PI fois ça sur 4, dans chaque exécution, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ça. Au lieu d'écrire ça, je vais avoir ça. Je vais utiliser une autre variable, PI, KI, qui va être une constante aussi, au lieu d'utiliser PI, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas rajouté une variable, mais au lieu d'utiliser PI, j'utilise KI, ou là, vous pouvez utiliser PI, le même nom. Donc, KI, l'essentiel KI égale à 3,14 sur 4. Ici, je vais mettre S égale à KI fois D à la puissance 2. Qu'est-ce qui va y arriver? KI va s'exécuter à la compilation, c'est une constante, et à l'exécution, je vais exécuter seulement ça, D à la puissance 2 fois KI. Je ne vais pas exécuter 3 opérations à chaque fois, d'accord? Donc ça, c'est une propagation de constante, d'accord? Un autre type, propagation de copie. Propagation de copie, donc c'est le même principe, propagation de constante de copie. Donc constante ici, c'est une variable dont la valeur est constante. Propagation de copie, c'est la propagation de variables dont la valeur diffère dans l'algorithme. La propagation de copie, ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer les copies temporaires remplacées par des références de variables d'origine. Donc, autrement dit, si je passe directement à l'exemple, propager une copie, c'est-à-dire si j'élève à la variable x ici, je propage la variable x, le contenu de x quelque part, d'accord, pour pouvoir éliminer x. Regardez ici pour propagation de constante. D'accord, j'ai éliminé la variable PI, je propage. Donc ici, c'est un exemple de propagation de constante. Je peux avoir un autre exemple pour que ça soit clair, parce que c'est un exemple particulier ici. Mais en général, propagation de constante, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ça. A, c'est une constante qui est égale à 10. D'accord? Ensuite, je vais utiliser la variable A. Grand B égale à A plus C. Et D égale aussi, D égale à
fois A. D'accord? Toujours pour propagation de constante. Donc, imaginez que A, c'est une constante. D'accord? On a les variables B et D. Donc, propagation de constante en général, avant d'avoir cet exemple-là, donc c'est de propager la valeur de A. Là où on trouve A, je vais le remplacer par 10. D'accord? Dans le but d'éliminer A. Et comme ça, je vais éliminer A. Je n'ai plus besoin d'utiliser A puisque j'ai propagé toute sa valeur dans tout mon programme. Avant d'éliminer, il faut faire une propagation de constante. Donc ça, c'est le cas général de propagation des constantes. Et dans le cas où ma constante est additionnée ou multipliée à une autre variable, c'est le cas ici, elle est utilisée ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'opération à la compilation. D'accord? Pour propagation de copie, c'est le même principe de propagation de constante, sauf que propagation de copie, ça concerne les variables. D'accord? Je reviens. Donc, est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui. Donc, pour propagation de copie, donc pour cet exemple-là, donc je n'ai pas fait une propagation de copie, mais c'est une propagation de constante, d'expression. Bon, regardez. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a la variable x égale à y fois i. Donc, c'est une propagation d'expression ici. Pourquoi? Parce que x égale à y fois i. Donc, si je veux changer pour dire que c'est une propagation de copie, il faut que je fasse ça. X égale juste y. D'accord? Je vais laisser y fois i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je propage tout ça. X égale à y fois i. Là où il y a x, je vais mettre y fois i. Il y a x, je vais mettre y fois i. C'est dans le but d'éliminer x. Donc, il y a z ici égale à y fois i fois i. Je vais remplacer z par y fois i fois i. Je peux, dans ce cas, éliminer z. Mais en réalité, ça, ce n'est pas une propagation de copie. Bon, je peux dire propagation de copie même pour les constantes et les expressions. C'est des copies. Mais en général, propagation de copie, c'est pour les variables. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver après l'optimisation de ce code-là? Pourquoi je l'ai écrit de cette forme-là? C'est parce que je peux exécuter x égale à y fois i. Après, soit j'exécute z ou bien t. Je peux les exécuter en même temps parce que les deux, mais pas avant. Les deux utilisent la variable x. Et après, je vais utiliser z égale à t égale à z plus 1. Parce qu'après, j'ai besoin de z. D'accord? Donc, je propage la variable x dans z et dans t, parce qu'il y a x dans z et dans t. Et en réalité, je propage x dans tout le programme. D'accord? Lorsque je fais une propagation de x, dans ce cas-là, je peux l'éliminer, l'espace réservé pour x. On a z qui est égal à quelque chose fois i, z fois y fois i fois i. Je peux faire une propagation aussi de z et après, je peux l'éliminer. Mais t, je ne peux pas l'éliminer. Donc, c'est-à-dire dans mon code, il y aura t
égale à quelque chose, après t égale à, je n'ai pas fait attention que c'est le même t, d'accord. L'essentiel, il faut comprendre le principe. Donc, pour propagation de copie, donc il suffit de dire ici, par exemple, y, juste y. Donc, x, je vais remplacer par y. C'est une copie de x. X, c'est une copie de y. Donc, je n'ai pas besoin de x. J'ai pas besoin de x ici. D'accord, je vais remplacer dans mon programme là où il y a x par sa copie y. Et dans ce cas-là, lorsque je propage, je peux x. Et dans ce cas-là, je peux éliminer la variable x. D'accord, je vais le faire après. Est-ce que c'est clair pour propagation de constante, de copie et d'expression? C'est juste propager la variable ou bien la valeur. C'est clair? C'est clair ici, vous n'avez pas de questions? Avancez. Oui. Donc, élimination du code inutile. Donc, c'est soit un code inutile ou bien un code mort. Donc, il y a plusieurs noms. Ou bien un code inaccessible. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une variable qui n'est plus utilisée dans le programme. Vous pouvez déclarer une variable qui n'est pas utilisée, donc on appelle ça un code inutile ou bien inaccessible ou bien un code mort. Ou bien vous pouvez déclarer une fonction. Vous pouvez écrire une fonction. Au départ de votre programme, vous allez voir l'utilité de cette fonction. Après, lorsque vous écrivez, vous allez vous dire, c'est pas la peine, je ne vais pas utiliser la fonction, mais je vais juste utiliser cette instruction pour faire quelque chose. Donc, cette fonction que vous avez écrite au début, vous n'allez pas appeler la fonction. Donc, ça veut dire que c'est un code qui est inaccessible, qui n'est plus jamais utilisé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est nécessaire de connaître les domaines d'utilisation des variables pour voir est-ce qu'elle est utilisée ou pas, pour pouvoir éliminer ou pas les variables. Donc, vous avez cet exemple. Donc, si j'ai dans mon code x égale à t3, a de t3, a de t4, donc ça, c'est bon. Donc, si dans mon code, je vois que x n'est plus utilisé dans mon programme, donc j'ai affecté à x la variable, la valeur t3. Après, dans tout mon code, je vérifie que je n'ai plus utilisé. Donc, comment je transforme mon code? Donc, je vais éliminer cette instruction. Je laisse les deux autres, tout simplement. D'accord? Pourquoi j'ai x égale à t3? Ça se peut que c'est l'utilisateur qui a écrit, qui a fait ça en écrivant son programme, son code source, ou bien c'est en transformant le code, votre programme en forme intermédiaire, on aura des codes qui ne sont plus utilisables. D'accord? L'essentiel, si une variable, ou bien après une propagation. Après une propagation, vous pouvez avoir ça. Après une propagation de la variable x, à un certain moment, vous propagez x dans tout le programme, à un certain moment, x n'est plus utilisé parce que j'ai fait une propagation. Et dans ce cas-là, x va être éliminé. Parce qu'après, regardez, on a fait une propagation de copie ici de x égale à y. Après, si je vérifie mon code, je vais voir que x n'est plus utilisé. Donc, ça sera un code inaccessible ou bien un code mort à éliminer. D'accord? Donc, ce cas peut arriver sans que le programmeur l'ait fait explicitement. Cela peut résulter d'une précédente transformation. C'est ce que j'ai expliqué. Une précédente transformation, par exemple, soit transformer votre code en forme intermédiaire ou bien transformer transformation, c'est-à-dire optimisation,
c'est-à-dire propagation de copie. Après une propagation de copie, je peux avoir un code qui est inaccessible ou bien une variable qui n'est plus utilisée. Par exemple, ici, toujours dans l'élimination du code inutile, donc on a une variable définie ici, define debug égale à 0. D'accord. Si debug égale à 1, go to L1. Donc, vous avez ce programme-là. Donc, si je vais faire une propagation de constante, je vais exécuter une propagation, c'est une optimisation, propagation de constante. Regardez ici, on a la constante debug 0. Je vais propager la constante de debug, ensuite je vais l'enlever. Donc, debug 0, c'est-à-dire là où il y a debug, c'est ça la propagation de constante, je remplace par 0. 0 égale à 1, go to L. Là où il y a 0, là où il y a debug dans mon code, je vais remplacer par 0, j'aurai ça. Après, je vais constater que ici, normalement, l'être humain peut constater, mais ça peut arriver qu'il vérifie que debug égale à 1, il a défini, il a utilisé la variable. Ensuite, pour aller à L1, il fait attention que debug est différent de 1. Donc, ça peut arriver ce genre de choses. Donc, après une propagation de copie, je vais voir que if 0, donc il y a if 0 égale à 1, go to L1, alors que 0 n'égale jamais à 1. Donc, c'est un code inaccessible ici. D'accord? Il va être éliminé lors d'une optimisation qui s'appelle l'élimination du code inutile, parce que ça, c'est un code qui est inaccessible. Jamais j'accède ici. Ça veut dire que c'est-à-dire que cette condition n'est jamais vérifiée. Ce n'est pas la peine de faire ça. Donc, après l'élimination du code inutile, j'aurai seulement ça. Go to L2, printf des informations. D'accord? Donc ici, une propagation de constante peut révéler du code inaccessible, comme dans l'exemple ici. Donc, je résume. Donc, le code inutile, c'est un code qui est inaccessible, qui peut résulter d'une propagation, d'une transformation déjà faite, par exemple d'une propagation de copie, propagation de constante, ou bien juste d'une variable qui est déclarée et n'est plus utilisée, d'une fonction qui est écrite et n'est plus utilisée, d'accord? L'essentiel, c'est un code qui n'est plus utilisé. Donc, je termine avec la dernière, bon, ce type-là, c'est élimination des sous-expressions communes. D'accord? C'est quoi une sous-expression commune? C'est une expression qui est déjà déclarée. Ce n'est pas une propagation. Il faut faire la différence entre une expression qui est déjà calculée, une propagation d'expression. Une propagation d'expression, c'est une expression que je propage, x égale à y fois i. Cette expression, je viens ici et je vais la mettre. D'accord? Mais une expression commune, c'est une expression que j'ai calculée et je vais recalculer. Donc, je vais faire une élimination pour ne pas faire ce calcul une deuxième fois. D'accord? Je vais passer directement à l'exemple. Vous avez ça, regardez, vous avez 4 fois i, après on a 4 fois i. D'accord? On a 4 fois i et 4 fois i, c'est-à-dire c'est la même instruction qui est calculée une deuxième fois. J'ai 4 fois j et 4 fois j. Donc ici, je dois éliminer la sous-expression commune. Donc,
utiliser dans mon programme. D'accord? La même chose pour T10. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Oui. Mais vous n'étiez pas en train de voir le partage. C'était pas partagé, n'est-ce pas? Oui, madame, تنحى شوية واحد 2 minutes ومن بعد سمعنا à la fin. Il fallait m'avertir, je n'ai pas fait attention. Vous n'avez pas vu cet exemple? شفنا الديبي تاعو. D'accord, je vais m'arrêter là. On a perdu le temps aujourd'hui. Donc, j'avais des problèmes de connexion, déconnexion. Puisque vous avez système, je vais m'arrêter là. Bon. D'accord. D'accord, merci. D'accord. D'accord. Puisque vous avez un autre cours, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On va se rencontrer à 13h pour faire le télé. D'accord? Merci. D'accord.